Ma copine m'a envoyé un message. J'ai rencontré quelqu'un d'autre. Je ne veux plus rien avec toi. Ma petite amie m'a envoyé un texto. J'ai rencontré quelqu'un d'autre. Je ne veux plus rien avec toi. J'ai répondu, comme tu veux. Ensuite, j'ai bloqué ses cartes bancaires et cessé de financer le train de vie que j'avais moi-même soutenu. Une semaine plus tard, son avocat essayait désespérément de me contacter. J'ai 31 ans. Je suis un gars simple, en apparence. Je dirige une boîte de conseil en logistique. J'ai démarré au milieu de la vingtaine avec rien d'autre qu'un ordi d'occasion et une tonne d'anxiété. Les premières années ont été rudes, des semaines de 80 heures, à vivre de nouilles instantanées bon marché, en réinvestissant chaque centime. Mais il y a 2 ans, j'ai décroché un gros contrat, puis un autre. Mon business de niche, après des années de labeur, est devenu très rentable. Ça m'a offert une vie confortable. Ces 3 dernières années, cette vie incluait ma copine, Camille, 28 ans. Quand je l'ai rencontrée, elle était réceptionniste, rêvant de devenir conservatrice d'art. Elle avait de la passion, mais ni les relations ni la liberté financière. J'étais sous le charme. Ma vie, c'était que du boulot, et elle, c'était cette touche éclatante de couleur. Je croyais en son rêve. Et pour la première fois, j'avais les moyens d'aider. Je lui ai proposé, lâche ce job que tu détestes. Concentre-toi sur tes études en histoire de l'art. Fais des stages non rémunérés, crée-toi un réseau. Je m'occupe de tout. Je pensais qu'on formait une équipe, qu'on investissait dans notre avenir commun. Et j'ai tenu parole. J'ai payé le loyer d'un appart moderne rempli d'œuvres d'art en plein centre, 3 500 € par mois. Le leasing de l'Audi, 800 € par mois, que j'ai co-signé. Sa garde-robe, les courses bio, le matériel d'art. Je lui ai donné 2 cartes de crédit en tant qu'utilisatrice autorisée. Je n'ai jamais vérifié les factures. Je suis consultant, ma vie, c'est gérer les détails pour les autres. Dans ma vie perso, je voulais juste faire confiance. C'était notre 3e anniversaire mardi. J'avais réservé dans un resto qu'elle voulait tester depuis des mois. J'avais acheté un collier discret mais magnifique, avec un saphir. Je suis rentré un peu plus tôt, excité à l'idée de la surprendre. Mais elle n'était pas là. À 19h15, mon téléphone a vibré. C'était un message d'elle. Camille, j'ai rencontré quelqu'un d'autre. Je ne veux plus rien avec toi. Et voilà. Après 3 ans à financer toute sa vie, je suis resté figé devant l'écran un long moment. Le choc initial, c'était comme un coup physique, un vide qui m'a coupé le souffle. Pendant un bref instant, j'ai failli taper une flopée de questions désespérées. Pourquoi? Qui? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Mais une clarté froide et étrange m'a envahi. La brutalité et la fermeté des mots, plus rien avec toi, étaient, d'une certaine manière, un cadeau. C'était sans équivoque. Elle avait tracé une ligne. Elle ne voulait plus rien de moi. Alors, j'ai répondu en 3 mots, comme tu veux. Puis j'ai mis mon téléphone en mode silencieux. J'ai ouvert mon ordi, et la partie méthodique de mon esprit a pris le relais. C'était comme passer du rôle de partenaire à celui de consultant. Le problème, une relation personnelle, non contractuelle, terminée. La solution, dissoudre tous les liens financiers associés. Carte de crédit. J'ai accédé au portail de la banque. J'ai retiré Camille comme utilisatrice autorisée des 2 cartes. Le système a confirmé la désactivation immédiate. Voiture. J'ai vérifié le portail du financement auto. Le leasing était à mon nom, co-signé. Je ne pouvais pas l'annuler tout de suite, mais le prochain paiement était dans une semaine. J'ai désactivé le prélèvement automatique. Appartement. Le bail était à mon nom. J'ai retrouvé le PDF du contrat de location. La clause de résiliation exigeait un préavis de 60 jours et une pénalité de 2 mois de loyer. Embêtant, mais clair. J'ai rédigé un email formel à l'agence immobilière pour invoquer la clause. J'ai mis mon adresse perso en copie pour garder une trace horodatée. Abonnements et services, Netflix, Hulu, Spotify, la salle de sport chic, le service de livraison de plats artisanaux. J'ai tout passé en revue, changé les mots de passe, supprimé son profil et son numéro. Téléphone, elle était sur mon forfait familial. J'ai lancé le processus pour retirer sa ligne. Tout ça m'a pris environ 45 minutes. Quand j'ai fini, je n'ai rien ressenti, juste un vide. J'ai préparé un petit sac, laissé le collier sur le plan de travail de la cuisine et je suis allé chez mon frère, Louis. Je ne voulais pas être là si elle revenait chercher ses affaires. Je n'ai rien eu de ses nouvelles le reste de la semaine. Le silence était, en soi, une confirmation. Je l'imaginais occupé. Mais vendredi après-midi, une de ses cartes a dû être refusée quelque part d'important. Les messages ont commencé, d'abord suppliants, puis confus, puis furieux. Je les ai lus, mais je n'ai pas répondu. Ce matin, une semaine plus tard, j'ai reçu un email. Objet, urgent, concernant Camille Vance. C'était d'un associé d'un cabinet d'avocats du centre-ville. Il disait représenter Mademoiselle Vance et voulait me parler immédiatement de ma cessation soudaine et malveillante de soutien financier établi. Apparemment, mon simple « comme tu veux » n'était pas la fin de la conversation qu'elle attendait.
Mise à jour 1. Salut tout le monde. Vos commentaires sur mon post initial m'ont vraiment aidé à garder les pieds sur terre. Merci pour ça. Cette dernière semaine a été une véritable leçon sur l'audace humaine. Sur vos conseils, j'ai engagé mon propre avocat. Mon père travaille avec Maître Philippe depuis des années pour des contrats d'entreprise. C'est le genre de type incisif, direct, qui n'a pas de patience pour les bêtises. Quand je lui ai expliqué la situation, il m'a regardé par-dessus ses lunettes et a dit « Eh bien, fiston, on dirait que tu as croisé une nouvelle espèce de prédateur. » Maître Philippe a lu l'email de l'avocat de Camille, un certain Maître Robert, et a éclaté de rire à l'expression « cessation malveillante », disant que c'était l'équivalent juridique d'un gamin en colère qui jette ses jouets par terre. Ça sonne menaçant, mais ça n'a aucun poids légal. Maître Philippe a répondu de manière impeccable. Il a affirmé que ses clients n'avaient jamais été mariés, n'avaient aucun bien commun, et que la relation, ainsi que les cadeaux volontaires associés, avaient été rompus à l'initiative de Mademoiselle Vance. Il a conclu en disant que toute communication future devait passer par lui. Je pensais que ça mettrait fin à l'affaire. Mais non. Au lieu d'une demande directe de 75 000 €, quelque chose de plus sournois est arrivé. Maître Robert a répondu avec une proposition d'accord confidentiel pour un soutien transitoire. Le document était un déluge d'absurdités juridiques, parlant de l'investissement émotionnel et professionnel significatif de Camille dans la relation et de la façon dont ma cessation abrupte de soutien avait causé un préjudice professionnel et émotionnel grave. Il proposait que je continue à payer le loyer et la voiture pendant 6 mois, plus une indemnité de rupture de 20 000 € pour éviter un litige long et public. Une pure tentative d'extorsion. Maître Philippe m'a conseillé d'ignorer complètement. Laisse-les dépenser leur argent, a-t-il dit. Porteur plainte dans ces conditions, c'est comme signer un aveu d'incompétence professionnelle. Mais le vrai spectacle a commencé quand les conséquences ont frappé. Samedi, j'ai reçu un appel paniqué de Judith, la gérante de l'immeuble où vivait Camille. Camille s'était pointée avec son nouveau mec, Romain. Ils ont exigé les clés, ce que Judith a refusé, vu que Camille n'était pas sur le bail. Camille a alors fait une scène, criant que l'œuvre de sa vie était coincée dans l'appart. Romain, jouant les gros durs, a dit « On peut te rendre la vie très compliquée ». Judith, une femme endurcie qui a visiblement tout vu, a simplement pointé la pancarte « Interdiction d'entrée » et suggéré qu'il la lise attentivement. Peu après, j'ai reçu des messages directement de Camille, ignorant complètement les avocats. « Tu ne peux pas juste me virer comme ça. Mon portfolio pour le stage est là-dedans. J'ai une évaluation la semaine prochaine. Ils viennent de m'appeler de la concession Audi. Le paiement a été refusé. La voiture est à ton nom aussi. Tu flingues ton propre crédit, idiot. Un bluff. Mon crédit est blindé, et un paiement en retard, que je comptais régler, ne ferait même pas une égratignure. Mais bien essayé. Romain est un mec bien. Il est promoteur immobilier, et il n'en revient pas de ton comportement. Il dit que tu joues à des jeux que tu ne peux pas gagner. Je n'ai pas répondu. J'ai juste fait des captures d'écran de tout et envoyé à Maître Philippe. Il était ravi. Contacter directement après avoir engagé un avocat? Elle est un cadeau qui ne cesse de donner. Mais le coup le plus bas est arrivé hier. Un ami commun m'a envoyé une capture d'écran d'une story Instagram privée de Camille. Une selfie en pleurs, avec la légende, enfin libre d'une relation financièrement abusive et contrôlante. Le chemin est effrayant, mais je suis reconnaissante pour ceux qui me montrent ce qu'est un vrai soutien. #survivante. Elle me faisait passer pour un abuseur, juste parce que j'avais arrêté de financer sa vie après qu'elle m'avait quitté pour un autre. Maître Philippe rédige maintenant une mise en demeure pour diffamation. On a organisé la logistique pour qu'elle récupère ses affaires. Je vais payer 2 déménageurs neutres pour être présents, et son avocat devra aussi être là. Cette fois, avec une liste d'inventaire détaillée. Elle pensait vraiment pouvoir me remplacer comme un vulgaire prestataire tout en continuant à profiter des avantages. Incroyable. Mise à jour 2. Toute cette histoire a pris un tour que je n'avais pas anticipé. Le déménagement a été un désastre, mais pas comme je l'imaginais, et le petit jeu de Camille a commencé à se retourner contre elle d'une manière que je n'avais pas prévue. Le déménagement était prévu un samedi matin. J'avais engagé des déménageurs. Maître Philippe avait préparé une liste d'inventaire, rien que des effets personnels, et l'avocat de Camille, Maître Robert, avait confirmé sa présence à 10 h pour superviser. À 9h45, un des déménageurs m'a appelé. « Monsieur, la dame et un homme sont déjà là. Ils disent que l'avocat est en retard et veulent commencer. » Mon estomac s'est noué. J'ai tout de suite appelé Maître Philippe. Il m'a dit d'ordonner aux déménageurs de ne laisser entrer personne tant qu'il ne serait pas là. Trop tard. Voulant bien faire, ils avaient déjà laissé le couple entrer dans le hall de l'immeuble. Maître Philippe a appelé Maître Robert, qui a confirmé être coincé dans les bouchons et arrivé dans 30 minutes. Évidemment. Un piège classique. J'ai donné des instructions pour que les déménageurs tiennent bon et n'autorisent que le retrait des cartons personnels listés. Pendant les 30 minutes suivantes, Camille et Romain ont tout essayé. D'abord, intimider les déménageurs, prétendant faire partie de l'équipe engagée par Romain. Puis Camille s'est mise à pleurer, disant qu'elle était harcelée par des gros costauds. Le point culminant,
C'était le mobilier. Camille insistait que la bibliothèque sur mesure, le bureau ergonomique, le matelas haut de gamme et la télé OLED 65 pouces étaient des cadeaux, donc à elle. Elle et Romain ont même essayé de porter la télé eux-mêmes. C'est là que les pros que j'avais engagés ont brillé. Le chef d'équipe, un type costaud et calme, s'est planté devant eux et a dit posément « Ces objets ne sont pas sur ma liste d'effets personnels approuvés. Posez-les maintenant. » Romain, tentant de jouer les durs, a répondu « Et t'es qui pour nous dire ce qu'on peut prendre ?» Le déménageur n'a pas bronché. Je suis l'homme payé pour empêcher le vol de biens de ce client. Posez maintenant, ou j'appelle la police. Et à ce moment précis, Maître Philippe a franchi la porte. Il n'a pas haussé le ton. Il a juste regardé Camille, puis Romain, puis la télé qu'il tenait. Puis, calmement, il a sorti un dossier et présenté les reçus de chaque meuble, tous à mon nom. Il a ensuite informé Camille que, comme son avocat n'était pas là, leur tentative de prendre des biens constituait une violation de l'accord et que, s'il ne partait pas avec seulement les objets listés, il porterait plainte pour tentative de vol qualifié. Vaincus et furieux, ils ont pris les cartons et sont partis. Ils ont laissé derrière eux un chaos, marques sur les murs, détritus au sol. Le proprio m'a facturé 1200 € pour les dégâts. Maître Philippe a immédiatement envoyé la facture et le rapport des déménageurs à Maître Robert. Mais le plus intéressant, ce que je n'ai pas contrôlé. Ma vengeance, au final, a été déléguée au tribunal de l'opinion publique. Vous vous souvenez du post #survivante? Eh bien, Camille faisait un stage non rémunéré dans une galerie d'art prestigieuse, un petit milieu où tout le monde se connaît. Une assistante conservatrice, Leslie, que j'avais rencontrée à quelques événements, a vu le post. Elle me connaissait assez pour savoir que l'histoire d'abuseurs financiers était pure fiction. Dégoûtée, elle n'a pas eu à faire grand-chose, juste montrer le post à une collègue. Et l'histoire s'est répandue comme une traînée de poudre. Bientôt, tout le milieu artistique savait que Camille Vance, l'apprenante qui vivait comme une millionnaire sans bosser, diffamait l'homme qui avait financé toute sa vie et l'avait quitté pour un agent immobilier. Résultat, Son image a implosé. au lieu d'être vue comme une survivante, Camille est passée pour une personne toxique, opportuniste, pas sérieuse. La directrice de la galerie, une femme pour qui la réputation est tout, l'a convoquée la semaine dernière et lui a dit, avec tout le tact possible, que son stage n'était plus compatible avec l'institution. Maintenant, les conséquences ne sont plus seulement financières. Elles sont devenues réputationnelles. Et le meilleur, je n'ai pas eu à lever le petit doigt. Mise à jour finale. J'écris ceci une dernière fois pour une raison simple, clore cette histoire de ma propre voix. Mon post initial a été partagé dans des endroits que je n'imaginais pas, et je veux que la version complète et vraie soit le point final avant de tourner la page pour de bon. Pendant un temps après la dernière mise à jour, tout s'est calmé. J'ai donné tous les meubles de l'ancien appart à une association qui aide les familles à repartir de zéro. Voir tout être emporté, c'était comme une purge spirituelle, la clôture dont j'avais besoin. J'ai payé la pénalité pour la résiliation du bail, réglé les dernières factures d'électricité et d'eau, et senti les derniers liens se défaire. Ma vie est redevenue paisible. Boulot, salle de sport, dîner avec mon frère. La colère s'est dissipée, ne laissant qu'une cicatrice et une leçon précieuse. La vraie fin de cette histoire est venue de deux endroits. 1. La lettre finale des avocats. La première, de mon avocat, Maître Philippe. Après avoir reçu la facture des dégâts de l'appart et le rapport des déménageurs, l'avocat de Camille, Maître Robert, a envoyé une dernière lettre enflammée. La réponse de Maître Philippe a été brève et cinglante. Il a joint une mise en demeure, déclarant que toute tentative de procès serait contrée par une demande reconventionnelle pour les dégâts matériels, les frais des déménageurs, les honoraires juridiques et une action civile distincte pour diffamation, basée sur ses publications sur les réseaux sociaux. Il a conclu son email par une seule phrase. Nous avons tous les reçus. Et vous, les vôtres? Silence total. Ils ont battu en retraite. Fin de partie. 2. Le poste du père de Camille. La deuxième partie est venue de Leslie, la fille de la galerie. Il y a 2 semaines, elle m'a envoyé un email simple et gentil. Salut, j'espère que tu vas bien. Ça a été un peu le bazar ici depuis que Camille est partie. Je me suis dit que tu voudrais voir ça. Il semble que son père raconte la vraie histoire. En pièce jointe, un lien vers une publication publique sur Facebook du père de Camille. Mon cœur s'est serré un instant, craignant qu'il ne soit arrivé quelque chose de grave. Mais c'était autre chose, quelque chose d'étonnamment lucide. Un texte long, un peu brouillon, mais rempli de douleur et de regrets. Il ne me mentionnait pas par mon nom, mais il était clair de qui il parlait. Il écrivait que sa fille avait quitté un homme bon et stable, qui soutenait ses rêves, pour un imposteur avec un train de vie de façade. Il expliquait que le poids d'essayer de répondre aux attentes financières de Camille sans mes ressources avait détruit son nouveau couple. Ce Romain n'était pas promoteur immobilier, juste un agent immobilier payé à la commission, et son style de vie luxueux reposait sur des dettes. Ses revenus étaient instables, et le drama que Camille traînait avec elle, y compris son renvoi de la galerie pour conduite non professionnelle, était parvenu aux oreilles de ses collègues. Dans un milieu où la réputation est tout, être associé à une femme entourée de scandales et de menaces de procès, c'est du poison. Les ventes de Romain se sont effondrées. La pression financière a explosé. Et selon le poste de son père,
leur relation s'est terminée dans une dispute explosive. Camille a fini par retourner vivre chez ses parents. Sans argent, sans stage, sans voiture, l'Audi a été saisie. Elle a perdu presque tous ses vrais amis. Son rêve de devenir conservatrice d'art s'est éteint, remplacé par la réalité de vivre à nouveau dans sa chambre d'enfance, noyée sous les dettes. Son père a conclu son texte par une phrase qui m'a marqué. Elle avait une échelle pour atteindre ses rêves et a choisi de sauter pour enlacer un serpent. La conséquence naturelle. Les conséquences ont été totales et, comme il a écrit, naturelles. La diffamation et son attitude arrogante ont ruiné sa réputation professionnelle. Résultat, elle a perdu son stage et tout avenir dans le milieu artistique local. Son nouveau mec, tout en apparence et sans substance, ne pouvait pas l'entretenir. Résultat, leur relation s'est effondrée sous le poids financier et de la honte. Sa tentative de m'intimider avec des avocats et des mensonges lui a explosé au visage. Résultat, elle s'est retrouvée avec une facture à payer et une menace de procès. Il a terminé en disant quelque chose qui résume tout. Je me sens bien? Non. Il n'y a pas de joie là-dedans. Juste une sensation discrète d'ordre rétabli. La justice, ce n'est pas un éclair. C'est juste la gravité. J'ai répondu à l'email de Leslie pour la remercier de m'avoir envoyé ça. On a échangé quelques messages sympas. C'était agréable de discuter normalement avec quelqu'un qui faisait encore partie de ce monde-là. Un rappel que tout le monde n'est pas un prédateur. Aujourd'hui, ma vie m'appartient à nouveau. Je me concentre sur mon boulot et sur moi. J'ai appris à accorder ma confiance plus lentement, à vérifier avant de croire, et à comprendre qu'on peut soutenir le rêve de quelqu'un sans devenir le paillasson qu'on piétine pour grimper seul. Je n'ai plus jamais eu de nouvelles de Camille ou de Romain. Je ne sais pas ce qu'ils deviennent, et pour la première fois, je suis vraiment en paix avec ça. Commentaire. Au final, le grand promoteur n'était qu'un agent immobilier endetté, et la conservatrice visionnaire est retournée dans la chambre de ses parents. Sans voiture, sans stage, sans réputation. Lui, il a continué, en paix. Elle, enlacée par les conséquences. Comme l'a dit son père, elle avait une échelle vers ses rêves et a préféré sauter pour embrasser un serpent. La justice. Non. Juste la gravité, qui fait son boulot.